Si les abeilles disparaissaient de la surface de la Terre, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Cette phrase est attribuée à Albert Einstein. Les journalistes la citent, on l'imprime sur des affiches, les écologistes la répètent à chaque conférence. Il n'y a qu'un seul problème. Einstein n'a jamais dit ça. Il n'existe aucune preuve documentée. Cette phrase est apparue pour la première fois dans les années 1960 dans une revue apicole française, sans aucune source citée. Un mensonge magnifique, convaincant, viral, mais un mensonge quand même. Et voici ce qui est stupéfiant. La phrase elle-même est inventée, mais l'idée qu'elle véhicule est effroyablement proche de la vérité, car sans les abeilles, une part immense de ce que nous mangeons disparaîtrait réellement. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 75% des cultures agricoles mondiales dépendent, à des degrés divers, de la pollinisation. Un tiers de toute la nourriture sur votre table est le résultat direct du travail de ces minuscules créatures. Pommes, amandes, concombres, fraises, café, cacao. Supprimer l'abeille et les rayons des magasins commenceront à se vider. Et pourtant, nous les craignons. Nous les chassons, les écrasons à coups de journal, aspergeons des champs entiers de pesticides sans penser à la suite. Aujourd'hui, je vais tout vous raconter sur l'abeille, la créature la plus importante de la planète, plus légère qu'un trombone, qui ne vit que quelques semaines et produit, au cours de sa courte vie, environ 1 à 2 cuillerées à café de miel, une créature sans laquelle la planète commencerait à avoir faim. Restez jusqu'au bout, car quelque part au milieu de cette vidéo vous attend une histoire qui va complètement changer votre idée de ce dont est capable un cerveau de la taille d'une graine de pavot. C'est parti. Chapitre 1er. La machine qui ne devrait pas exister. Commençons par un paradoxe. Selon les lois de l'aérodynamique classique, l'abeille ne devrait pas pouvoir voler. Ce n'est ni une blague ni une légende urbaine. C'est un calcul bien réel, réalisé en 1934 par l'entomologiste français Antoine Magnan. Il a pris les paramètres du corps de l'abeille, poids, surface alaire, envergure, et les a intégrés dans les formules valables pour les avions. Résultat, le vol est impossible. Les ailes sont trop petites, le corps trop lourd, l'aérodynamique dit non. Mais l'abeille ne le sait pas, elle vole. La solution n'est arrivée que dans les années 2000, lorsque des chercheurs du California Institute of Technology ont filmé une abeille en vol avec une caméra à très haute vitesse. Il s'est avéré que l'abeille ne bat pas des ailes de haut en bas comme un oiseau. Elle les fait pivoter, décrivant de courts arcs, saccadés d'avant en arrière, créant de minuscules tourbillons sur le bord de chaque aile. Ce sont ces tourbillons qui la maintiennent en l'air. Environ 250 battements par seconde, 250 par seconde. C'est précisément cette vibration qui produit le bourdonnement que nous connaissons. Ce n'est pas la voix de l'abeille, c'est le son de son vol. Parlons maintenant de vitesse. Sans charge, l'abeille domestique atteint 60 à 65 km/h. C'est à peu près la vitesse d'une voiture en ville. Pour une créature d'1 gramme, c'est comme si un homme courait à la vitesse d'un avion à réaction. Avec le jabot plein, soit 40 à 50 mJ supplémentaires, près de la moitié de son propre poids, l'abeille ralentit à 20-30 km/h. Et c'est déjà impressionnant. Imaginez porter un sac à dos qui pèse autant que vous et courir avec. Pas marcher, courir. L'abeille a 5 yeux, pas 2, 5. 2 sont composés, à facettes, sur les côtés de la tête. Chacun est constitué de milliers de minuscules lentilles hexagonales, de 4 à 10 zéros selon la caste, plus 3 yeux simples au sommet du crâne, appelés ocelles. Les yeux composés fonctionnent comme un écran en mosaïque. Chaque lentille capture son fragment d'image, et le cerveau assemble le tout. Pas la définition la plus nette selon nos critères, mais un rafraîchissement incroyablement rapide. L'abeille perçoit le monde à une fréquence qui nous est inaccessible. Pour nous, un film, c'est 24 images par seconde. Pour l'abeille, notre film est un diaporama. Elle distingue des objets à des vitesses où nous ne voyons qu'une tache floue. Et voici un détail qui m'a personnellement fasciné. Les abeilles voient la lumière ultraviolette. Pour elles, une fleur n'est pas simplement une tache jaune ou blanche. C'est une carte lumineuse avec des flèches claires indiquant le chemin vers le nectar. Des motifs invisibles pour nous que les fleurs dessinent avec un pigment ultraviolet. Sur les pétales, l'abeille voit ce que nous ne pouvons observer que sous une lampe spéciale. Le monde est pour elle plus riche, plus lumineux et plus informatif que pour nous. En revanche, les abeilles ne distinguent pas du tout le rouge. Pour elles, c'est tout simplement du noir. C'est pourquoi les apiculteurs utilisent des lampes à lumière rouge lors des contrôles hivernaux des ruches. Les abeilles ne la voient pas, elles ne sont donc pas dérangées.
Et vous savez ce qui est encore plus intéressant? Pendant un vol rapide, la vision colorée de l'abeille se désactive. Le monde devient noir et blanc, comme dans un vieux film. Les couleurs reviennent seulement quand elle ralentit et s'approche de sa cible. Une économie de ressources. Un cerveau de la taille d'un grain de sable et il sait déjà établir des priorités. L'odorat est un autre super pouvoir. Les abeilles perçoivent les odeurs environ 1000 fois plus intensément que l'homme. Elles détectent l'odeur d'une fleur jusqu'à 1 kilomètre de distance. 1 kilomètre pour une créature qui tient tout entière sur votre ongle. Les récepteurs olfactifs se trouvent sur les antennes et il y en a des milliers. Les antennes ne sont pas de simples capteurs. Ce sont à la fois un nez, des doigts et un navigateur réunis en un seul organe. La langue, l'outil qui permet de récolter le nectar, mesure entre 5 et 7 mm. Cela semble minuscule, mais pour une abeille d'1,5 cm, c'est comme si un homme tirait la langue sur 50 cm. Grâce à elle, l'abeille atteint les nectaires les plus profonds, inaccessibles à bien d'autres insectes. Au passage, en buvant, des milliers de grains de pollen s'accumulent sur son corps poilu. Chaque poil est un petit tapis roulant. Des millions d'années d'évolution pour créer le coursier parfait entre les fleurs. Le corps est recouvert d'une carapace de chitine, légère mais résistante. À l'extérieur, les poils ne sont pas là pour décorer. Ils sont chargés électrostatiquement. Quand l'abeille s'approche d'une fleur, le pollen saute littéralement sur elle, attiré par cette charge. L'abeille est un aimant volant à pollen. La nature n'a rien laissé au hasard. Le thorax est un véritable moteur. C'est là que se trouvent les muscles qui actionnent les deux paires d'ailes. La puissance de ce moteur est stupéfiante. Les muscles réalisent jusqu'à 400 contractions par seconde, 400. Aucun muscle du corps humain n'en est capable. Notre muscle le plus rapide, celui qui ferme la paupière, effectue environ 5 contractions par seconde. Les muscles de l'abeille sont 80 fois plus rapides. Chapitre 2. L'usine qui ne dort jamais. Parlons maintenant de la raison pour laquelle l'abeille vole vraiment. Du miel, mais pas comme une simple sucrerie qu'on tartine sur une tranche de pain, plutôt comme un produit derrière lequel se cache une logistique, une chimie et une ingénierie digne des plus grandes usines. Pour produire 1 kg de miel, les abeilles doivent visiter jusqu'à 8 millions de fleurs. 8 millions, ce n'est pas une coquille. Visiter chaque fleur implique de se poser, déployer la langue, aspirer le nectar, redécoller, voler vers la suivante. 8 millions de fois. Et une seule abeille, au cours de toute sa vie, environ 4 à 5 semaines en été, produit environ 1 à 2 cuillerées à café de miel. Pour ajouter une seule cuillerée de miel dans votre thé, 200 abeilles doivent travailler toute une journée. 200 pour la récolte du nectar et à peu près autant pour le réceptionner et le transformer à l'intérieur de la ruche. Voici une question pour vous. Avez-vous déjà pensé à cela en ouvrant un pot de miel? Le processus de fabrication du miel est une véritable chaîne de production. La butineuse récolte le nectar dans un organe spécial. C'est un second estomac, distinct de l'estomac digestif. Ce jabot peut contenir jusqu'à 40 mhb de nectar, et une fois plein, l'abeille retourne à la ruche. Là, elle transmet le nectar à une abeille receveuse à l'intérieur de la ruche. Le transfert se fait bouche à bouche, littéralement. La receveuse récupère le nectar et commence à le transformer. Elle y ajoute des enzymes qui décomposent les sucres complexes en sucres simples, glucose et fructose. Le nectar transformé est ensuite réparti dans les alvéoles du rayon, mais ce n'est pas encore du miel. Le nectar frais contient trop d'eau, jusqu'à 80%. Le miel est un produit contenant environ 17-20% d'eau. Il faut donc éliminer l'excédent d'humidité, et c'est là que commence l'ingénierie. Des milliers d'abeilles se placent à l'entrée de la ruche et près des alvéoles, puis se mettent à battre des ailes très rapidement. Elles agissent comme des ventilateurs vivants, créant un courant d'air qui assèche le nectar. Le processus dure plusieurs jours. Quand l'humidité atteint le niveau requis, les abeilles operculent l'alvéole d'une fine couche de cire. Le miel est prêt, il peut se conserver pendant des années. Le miel le plus ancien jamais retrouvé par les archéologues, en Géorgie, a plus de 5000 ans et était encore comestible. Les bactéries ne se multiplient pas dans le miel, les champignons non plus. C'est un conservateur parfait, créé par des insectes. Mais le rayon de cire est une histoire à part. Chaque alvéole est un hexagone parfaitement régulier, pas un carré, pas un cercle, pas un triangle. Un hexagone, précisément. Pourquoi ? Parce que le maillage hexagonal est la forme mathématiquement optimale pour couvrir une surface avec le minimum de matériaux. C'est ce qu'a démontré en 1999 le mathématicien américain Thomas Hales, en résolvant ce qu'on appelle le problème du nid d'abeille.
Les abeilles avaient résolu ce problème des millions d'années avant lui. Sans calculatrice, sans papier, sans cerveau capable de pensée abstraite. Ou peut-être pas, justement. Les abeilles fabriquent elles-mêmes la cire de leurs rayons. Elles possèdent des glandes cirières spéciales sous l'abdomen. Pour produire 1 gramme de cire, une abeille doit consommer entre 6 et 10 grammes de miel. 1 gramme de cire, c'est une fine plaquette qui ne permet de construire que quelques alvéoles seulement. Calculez maintenant la quantité de miel nécessaire pour construire un cadre entier de rayons. C'est un investissement sérieux. Chaque alvéole est une construction coûteuse. Franchement, quand j'ai découvert pour la première fois la quantité de ressources qu'une abeille consacre à 1 seul gramme de cire, j'ai dû vérifier 2 fois. Cela semblait invraisemblable, mais les chiffres se sont confirmés. Chapitre 3. Une ville sous couvercle. La ruche est une ville, ce n'est pas une métaphore, une ville comptant de 20 zéros à 80 zéros individus, avec une division du travail, un système de climatisation, une protection, une maternité et des entrepôts, des éclaireuses et de la diplomatie. Et au centre de cette ville, une seule et unique mère. La reine n'est pas une souveraine, c'est une usine qui produit de la descendance. Elle pond jusqu'à 2000 œufs par jour. La masse totale des œufs pondus en une journée dépasse celle de la reine elle-même. C'est comme si une femme de 70 kg gros accouchait chaque jour d'un bébé plus lourd qu'elle. Chaque jour, pendant 3 à 5 ans. La reine vit 3 à 5 fois plus longtemps que les ouvrières, soit 2 à 5 ans. En été, une ouvrière vit 4 à 6 semaines. En hiver, jusqu'à 6 mois, car elle ne vole pas et s'use moins. Le faux-bourdon, le mâle, vit quelques semaines et n'existe que pour une seule fonction. Une fois celle-ci accomplie, il meurt. Quant aux faux-bourdons, qui ne se sont pas accouplés avec une reine, les ouvrières les chassent tout simplement de la ruche à l'automne, sans nourriture, vers une mort certaine. Cruelle, mais rationnelle. Au cours de sa courte vie, l'ouvrière traverse plusieurs métiers. Les premiers jours après sa naissance, elle nettoie les alvéoles, puis devient nourrice et nourrit les larves, ensuite bâtisseuse et construit les rayons de cire, puis réceptionne le nectar, puis fait le guet à l'entrée de la ruche, et ce n'est que dans les derniers jours de sa vie qu'elle devient butineuse et part chercher nectar et pollen. Chaque métier ne dure que quelques jours. Une rotation des effectifs à 100%, et le système fonctionne sans accroc. Voici ce qui m'a le plus étonné. La répartition entre ouvrières et reines n'est pas déterminée génétiquement. Elles sont génétiquement identiques. La différence tient uniquement à l'alimentation. Une larve nourrie normalement, avec du pollen et du miel, devient ouvrière. Une larve nourrie exclusivement de gelée royale, du premier au dernier jour, devient reine. Même génome, programme différent déclenché par une alimentation différente. Cela s'appelle l'épigénétique, et les abeilles l'ont découverte des millions d'années avant les humains. La gelée royale est une sécrétion produite par des glandes spéciales situées sur la tête des jeunes ouvrières. Riche en protéines, en lipides, en vitamines et en hormones, elle reprogramme littéralement le développement de l'organisme. Une larve destinée à devenir une ouvrière stérile se transforme en une reine sexuellement mature, dotée d'un système reproducteur pleinement développé. C'est la nourriture qui décide du destin, pas les gènes. La nourriture. La température dans la ruche est un exploit d'ingénierie à part entière. Dans la zone du couvain, là où se développent les larves et les nymphes, les abeilles maintiennent une température constante de 34-35 degrés. Un écart de seulement quelques degrés peut entraîner la mort du couvain ou des malformations. C'est une précision comparable à celle d'un incubateur en unité de soins intensifs. Quand il fait chaud, les abeilles apportent de l'eau et l'aspergent sur les rayons, puis la ventilent avec leurs ailes. L'évaporation fait baisser la température. C'est une climatisation vivante, auto-organisée. Quand il fait froid, en hiver, quand la température à l'extérieur des parois de la ruche descend sous zéro, les abeilles forment une grappe hivernale, une boule dense de corps. Celles à l'extérieur se serrent les unes contre les autres, créant une couche isolante. Celles à l'intérieur font vibrer leurs muscles pour produire de la chaleur. La température au cœur de la grappe ne descend jamais sous 28-30 degrés, même s'il fait 30 dehors. Les abeilles en bordure se refroidissent progressivement et se déplacent vers l'intérieur, tandis que les abeilles réchauffées du centre prennent leur place. Une rotation continue. Personne ne se sacrifie. Tout le monde travaille par équipe. Je l'avoue, pour moi, ce fut une vraie révélation. J'ai toujours cru que les abeilles hibernaient en hiver. Non, elles ne dorment pas. Elles se réchauffent mutuellement pendant des mois sans interruption. Chapitre 4. Un langage sans mots. Dites-moi franchement, avez-vous déjà vu une abeille danser ? Pas dans un dessin animé,
mais en vrai sur un cadre de rayons. Car la danse des abeilles est probablement le système de communication le plus stupéfiant du règne animal, et sa découverte a valu un prix Nobel, pas un Ig Nobel, un véritable prix Nobel de physiologie ou médecine. En 1973, le zoologiste autrichien Karl von Frisch a couronné des décennies de recherche sur la manière dont les abeilles s'informent mutuellement de l'emplacement de la nourriture. Il avait commencé ses observations dès 1919, soit plus d'un demi-siècle de travail, et voici ce qu'il a découvert. Quand une éclaireuse trouve une bonne source de nectar à moins de 75 m de la ruche, elle revient et exécute une danse en rond. Elle court simplement en cercle sur le rayon, ce qui signifie « la nourriture est proche, cherchez à l'odeur, je sens cette fleur-là ». Mais si la source est plus éloignée, quelque chose de totalement différent commence. L'abeille exécute une danse frétillante, la fameuse danse en 8. Elle court en ligne droite en vibrant de l'abdomen. Puis elle fait un demi-cercle et revient au point de départ de la ligne droite. Nouvelle ligne droite avec vibration, nouveau demi-cercle, mais de l'autre côté. Un 8. Et voici où réside le génie. L'angle de la ligne droite par rapport à la verticale du rayon indique la direction vers la nourriture, comme une boussole liée à la position du soleil. La durée de la vibration code la distance. Plus l'abeille vibre longtemps de l'abdomen, plus le vol est long. La fréquence de répétition de la danse indique la qualité de la source. Une danse rapide et énergique signifie un nectar abondant. Une danse plus lente et molle signifie que ce n'est pas grand-chose. Von Frisch a appelé cela le « langage de la danse ». C'est une communication symbolique, abstraite. L'abeille transmet une information impossible à percevoir directement, direction et distance, au moyen d'un code convenu. Aucun autre insecte n'en est capable. Il a partagé le prix Nobel de 1973 avec Konrad Lorenz et Nicolas Steenbergen pour leur découverte sur les comportements animaux. Ce prix est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus insolites de l'histoire. L'éthologie, la science du comportement animal, a reçu la plus haute distinction scientifique grâce à un homme qui a passé sa vie à observer les abeilles danser. Mais le langage des abeilles ne se limite pas aux danses. Il y a aussi les phéromones, des signaux chimiques, qui régissent la vie de toute la ruche. La reine sécrète une substance royale, un cocktail de phéromones que les ouvrières diffusent dans tout le nid. Tant que cette odeur est présente, la ruche est stable. Les abeilles savent que la reine est vivante et en bonne santé. Leurs ovaires sont inhibés. Aucune ouvrière n'essaie de pondre des œufs. Tout le monde travaille. L'ordre règne. Quand la reine faiblit ou meurt, le taux de phéromones chute et c'est un signal d'alarme immédiat. Les ovaires des ouvrières commencent à se développer. La ruche entame l'élevage d'une nouvelle reine. S'il existe des larves appropriées, elle commence à les nourrir de gelée royale. La lutte pour le pouvoir commence. La première reine éclose tue toutes ses rivales, même celles qui ne sont pas encore sorties de leur cellule royale. Un coup d'état, rapide et impitoyable. Et la phéromone d'alarme est une histoire à part. Quand une abeille pique, un mélange d'environ 40 composants est libéré depuis la gaine de son dard. L'un d'eux est l'acétate d'isoamyle. Il sent la banane. Oui, la banane. L'odeur d'alarme chez les abeilles est une odeur de banane. C'est pourquoi les apiculteurs expérimentés conseillent de ne pas manger de banane avant de travailler dans un rucher. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est un vrai conseil. Cette phéromone remplit deux fonctions. D'abord, elle attire d'autres abeilles vers le lieu de l'attaque. Ensuite, elle augmente leur agressivité. Une seule abeille qui pique devient une sorte de phare pour des dizaines d'autres. Elles convergent vers l'odeur et piquent à leur tour. Une défense collective coordonnée chimiquement sans un seul mot. Chapitre 5. Un cerveau gros comme un poing. Et voici maintenant cette information que je vous ai promise au début. Elle concerne le cerveau de l'abeille et, franchement, elle pousse à douter de ce qu'on entend vraiment par intelligence. Le cerveau de l'abeille domestique contient environ 1 million de neurones. À titre de comparaison, le cerveau humain en compte environ 86 milliards. La différence se compte en milliers. Le volume du cerveau de l'abeille est d'environ 1 mm3. C'est un point à la fin d'une phrase plus petit qu'une tête d'épingle. Et voici ce que ce cerveau est capable de faire. En 2016, des chercheurs des universités Monash et de Trent ont publié une étude confirmant enfin que les abeilles savent compter. Elles ne se contentent pas de réagir à des motifs visuels. Elles traitent aussi des informations numériques. Lorsque les stimuli ont été analysés, en tenant compte de la manière dont les abeilles perçoivent réellement le monde, leur résolution, leur sensibilité aux fréquences spatiales, c'est bien la sensibilité au nombre qui restait cohérente.
Les abeilles distinguent 2 de 3, 4 de 5. Elles comprennent le concept de 0, à savoir que 0 est inférieur à 1. 0. Une idée mathématique abstraite. Un cerveau gros comme un point. Je me souviens, la première fois que j'ai lu cela, je l'ai vérifié 3 fois. Ça semblait impossible, mais les données étaient sans appel. Mais ce n'est pas tout. Les abeilles reconnaissent les visages humains. En 2016, une seconde étude a été publiée. Les résultats ont montré que le taux de reconnaissance chez les abeilles dépasse 80%. On leur avait appris à associer une photographie précise d'un visage à de l'eau sucrée. Les abeilles mémorisaient le visage requis et le reconnaissaient même après 2 jours. Quand la photographie était tournée à 180 degrés, la précision chutait brutalement, exactement comme chez l'humain, qui reconnaît difficilement les visages à l'envers. Et le plus stupéfiant de tout, les abeilles utilisent un traitement configural de l'image. Elles ne mémorisent pas les traits individuels, yeux, nez, bouche, mais bien leur disposition les uns par rapport aux autres dans l'espace. C'est exactement la même stratégie sur laquelle repose notre propre système visuel. Quand les chercheurs ont déplacé des parties du visage, en conservant tous les détails, les abeilles ne le reconnaissaient plus, tout comme nous. Le biologiste Martin Djurfa a fait remarquer qu'il est stupéfiant qu'un insecte doté d'un cerveau gros, comme une micro-tête d'épingle, accomplisse une analyse dont chez nous se charge toute une multitude de régions cérébrales. Imaginez donc 1 million de neurones, et cette créature compte, reconnaît, des visages, navigue, grâce au soleil, communique par un langage symbolique et prend des décisions collectives. Peut-être que tout cela n'est pas une question de quantité, mais d'architecture. Des chercheurs de l'université de Sheffield ont construit un modèle numérique du cerveau de l'abeille et confirmé que l'efficacité n'est pas une question de puissance de calcul. L'intelligence naît de l'interaction entre le cerveau, le corps et l'environnement. Même un cerveau minuscule peut résoudre des tâches complexes s'il est correctement construit. Cette découverte inspire déjà les ingénieurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle. L'abeille n'est pas seulement un insecte, c'est un plan de la technologie de demain. Chapitre 6. Le sacrifice ultime. Parlons maintenant du dard, de la mort, d'un choix qui, en réalité, n'en est pas un, mais qui y ressemble. Le dard de l'abeille domestique est dentelé comme un harpon. Quand une abeille pique une créature à la peau élastique, un humain, un ours, un chien, le dard s'enfonce et reste bloqué. L'abeille tente de s'envoler. Un à-coup, et avec le dard, s'arrache une partie de ses organes internes. L'intestin, la poche à venin, un ganglion nerveux. Une blessure incompatible avec la vie. L'abeille meurt, généralement en quelques minutes, au plus quelques heures. Cela ressemble à une erreur de l'évolution, une arme qui tue son propriétaire. Pourquoi ? Mais si l'on considère la situation du point de vue de la ruche, tout s'explique. L'ouvrière est stérile, elle ne transmet pas ses gènes. Sa mission évolutive n'est pas sa propre survie, mais celle de la reine et de sa descendance. La mort d'une seule ouvrière pour défendre des dizaines de milliers d'autres n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Et voici encore ceci. Le dard arraché continue d'agir. Les muscles de la poche à venin continuent de se contracter de manière autonome, poussant le venin toujours plus profondément dans la plaie. Le ganglion nerveux continue de commander le processus. Le dard fonctionne encore après la mort de son propriétaire, tout en libérant cette même phéromone d'alarme, l'acétate d'isoamyle, qui attire d'autres abeilles vers le lieu de l'attaque. Une abeille est morte, mais elle a marqué l'ennemi pour des dizaines d'autres. Un humain peut retirer le dard immédiatement, mais un ours qui s'est introduit dans une ruche pour le miel ne le peut pas. Il reçoit des dizaines, voire des centaines de piqûres. Chaque dard est un système d'armement autonome qui fonctionne pendant 1 minute ou plus. La dose de venin s'accumule, la douleur augmente. L'ours se retire. Un sacrifice collectif. L'ouvrière meurt, la ruche continue de vivre. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité biologique littérale. Il n'existe pas de réponse univoque à la question de savoir si l'abeille ressent la douleur au sens humain du terme. Nous ne le savons pas avec certitude. Le système nerveux des insectes est construit de manière fondamentalement différente. Mais nous savons que les abeilles réagissent aux blessures et sont capables d'apprendre par expérience négative. Que cela signifie-t-il pour la question de la douleur ? Cela reste un sujet de débat scientifique. Chapitre 7. Une catastrophe silencieuse. Et voici maintenant ce qui se passe en ce moment même. À l'hiver 2006-2007, des apiculteurs américains ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les ruches se vidaient. Pas des abeilles mortes au fond, simplement des ruches vides. La reine à sa place, le miel à sa place, le couvain aussi, mais les ouvrières avaient disparu.
Des milliers de ruches, des dizaines de milliers de colonies. Des pertes de 30 à 90% des colonies. Certains apiculteurs ont presque tout perdu. Ce phénomène a été nommé syndrome d'effondrement des colonies. En anglais, Colony Collapse Disorder, CCD. Il a aussi un nom plus poétique, le syndrome du Marie Céleste, en référence à ce navire retrouvé en pleine mer sans un seul être humain à bord. Que s'est-il passé? Les scientifiques n'ont, à ce jour, trouvé aucune cause unique. Le CCD est décrit comme une mort à petit feu causée par une accumulation de facteurs. L'acarien Varroa destructor, un parasite découvert pour la première fois sur l'île de Java en 1904, vivait à l'origine sur l'abeille asiatique Apicerana, qui avait développé une résistance contre lui au fil de millions d'années de coévolution. Mais lorsque, dans les années 1950 et 1960, cet acarien est passé sur l'abeille domestique européenne, Apis mellifera, celle-ci n'avait aucune défense. Le varroa s'accroche au corps de l'abeille, perce sa carapace de chitine et se nourrit de son corps gras. Au passage, il transmet aussi des virus, notamment le virus des ailes déformées qui empêche l'abeille de voler. Une colonie infectée s'affaiblit et finit par disparaître. Le varroa est arrivé en Europe dans les années 1960 et s'est depuis répandu dans le monde entier, y compris dans toute l'Europe, en France comme ailleurs. Mais l'acarien n'est qu'un fil dans un réseau de problèmes bien plus vaste. Les néonicotinoïdes, une classe d'insecticides massivement utilisés en agriculture depuis le début des années 1990, ne tuent pas les abeilles immédiatement. Ils agissent plus subtilement. Ils perturbent la navigation, si bien que l'abeille oublie le chemin du retour. Ils affaiblissent le système immunitaire, rendant les abeilles plus vulnérables aux virus et aux parasites. Ils réduisent la fécondité des reines, un poison lent, imperceptible. L'Union européenne a interdit en 2018 l'usage en plein champ de 3 néonicotinoïdes majeurs, une interdiction qui s'applique bien sûr à la France en tant qu'État membre, mais ces substances restent utilisées ailleurs dans le monde. Ajoutez à cela l'agriculture en monoculture qui prive les abeilles d'une alimentation diversifiée. Ajoutez la disparition des prairies naturelles et des espaces de fleurs sauvages. Ajoutez le dérèglement climatique qui déplace les périodes de floraison et rompt la synchronisation entre abeilles et plantes, et vous obtenez le tableau complet. Selon les données de la FAO, environ 40% de tous les pollinisateurs invertébrés sont aujourd'hui menacés d'extinction, 40%. Ce n'est pas un avenir lointain, c'est maintenant. Partout en Europe, la France comprise, les apiculteurs alertent depuis des années sur des pertes hivernales de colonies de plus en plus importantes. Le nombre de colonies dans plusieurs pays européens a considérablement diminué au cours des dernières décennies, alors que les besoins de l'agriculture en pollinisation ne cessent d'augmenter. Le manque est immense. Cette thèse des multiples facteurs est contestée par ceux qui cherchent une cause unique, mais la majorité des chercheurs s'accordent. Le CCD est la conséquence d'un stress accumulé. Aucun facteur pris isolément ne tue les abeilles, mais réunis, il crée une situation dont les abeilles ne peuvent pas se sortir. Chapitre 8. Un monde sans abeilles. Imaginez maintenant, ne serait-ce qu'un instant, un monde où l'abeille n'existerait plus. Que se passerait-il? D'abord, tous les produits ne disparaîtraient pas. Le blé, le riz et le maïs sont pollinisés par le vent. Ils resteraient. Mais les pommes, les poires, les pêches, les abricots, les cerises disparaîtraient. Les amandes disparaîtraient. Les concombres, les courgettes, les courges dépendent presque entièrement des abeilles. Le café et le cacao souffriraient gravement. Les fraises, les myrtilles, les framboises deviendraient un luxe. Le tournesol, principale source d'huile végétale dans une grande partie de l'Europe, et en particulier en France, où c'est une culture majeure, connaîtrait une baisse de rendement de 15 à 20% en cas de perte partielle des pollinisateurs. Sans pollinisation par les abeilles, la proportion de graines de tournesol bien formées chute de 90 à 76%. Selon les estimations de groupes d'analyse internationaux, la valeur économique mondiale de la pollinisation se situe entre 200 et 600 milliards de dollars par an. C'est plus que le PIB de nombreux pays. Existe-t-il une alternative? Dans la province chinoise du Sichuan, des agriculteurs pollinisent déjà leurs vergers à la main. Des personnes armées de petits pinceaux en plumes de poulet ou de filtres de cigarettes passent de fleur en fleur pour transférer le pollen. Ce travail manuel augmente les coûts de 30% tout en réduisant les rendements. Pour une province où la population d'abeilles a chuté de 80% à cause des pesticides, c'est la seule issue possible.
Beaucoup d'agriculteurs ont déjà renoncé aux pommes au profit des prunes et des noix, des cultures moins dépendantes des insectes. Ce n'est pas une solution, c'est un repli. Les robots pollinisateurs et les drones existent. Ces dernières années, plusieurs pays testent des drones pollinisateurs. Cela semble prometteur, mais pour l'instant, aucune technologie ne peut remplacer ce que fait l'abeille. Visiter des millions de fleurs, s'adapter individuellement à chaque plante, assurer une pollinisation croisée qui garantit la diversité génétique. L'abeille n'est pas seulement un transporteur de pollen, c'est un système ajusté par l'évolution pendant des millions d'années. Le reproduire par l'ingénierie est un défi qui reste à résoudre. Voici une question pour vous, saviez-vous que les abeilles pollinisent aussi le coton ? Sans elles, ce ne serait pas seulement l'alimentation qui souffrirait, mais aussi nos vêtements. L'humanité ne s'éteindrait pas sans les abeilles. Le biologiste Thor Hanson, auteur du livre Buzz, The Nature and Necessity of Bees, propose de ne pas trop réfléchir en termes de quantité de nourriture qui suffirait probablement pour survivre, mais plutôt en termes de qualité. L'alimentation deviendrait plus pauvre, plus terne, plus monotone. Les vitamines et oligo-éléments que nous tirons des fruits et légumes se raréfieraient. Les pays les plus pauvres seraient les plus exposés aux risques. Le prix de la nourriture restante augmenterait. La crise alimentaire ne tuerait pas immédiatement, mais changerait lentement le monde, année après année, en mieux, ou plutôt en pire. L'idée que l'humanité disparaîtrait sans les abeilles est contestée par de nombreux scientifiques. La dépendance totale à la pollinisation biotique concerne environ 10% des cultures agricoles. Les autres s'autopollinisent ou produisent, même sans insectes, en quantité moindre. Donc, pas d'apocalypse, mais une crise alimentaire sérieuse aux conséquences imprévisibles pour l'économie, l'écologie et la santé. Complément au chapitre 3. Encore un peu de la vie de cette ville. Vous savez, je n'ai pas pu me retenir. Certains faits n'entraient pas dans le chapitre principal, mais les laisser de côté aurait été injuste. Les abeilles enterrent leurs morts, ou plus précisément, elles les évacuent hors de la ruche. Il existe des ouvrières spécialisées, les fossoyeuses, qui soulèvent leurs consoeurs mortes et les emportent le plus loin possible de l'entrée. Hygiène. Prévention des maladies. Un corps mort, dans un espace clos à 35 degrés, est un environnement idéal pour les bactéries. Les abeilles comprennent cela. Pas intellectuellement, mais instinctivement, le résultat est le même. La propolis est une autre invention. Les abeilles récoltent la résine des bourgeons d'arbres et la mélangent à de la cire et des enzymes. Il en résulte une substance collante aux puissantes propriétés antibactériennes et antifongiques. Avec la propolis, les abeilles colmatent les fissures de la ruche, créant un environnement stérile. Si une souris s'introduit dans la ruche et y meurt, et que son corps est trop gros pour être évacué, les abeilles le momifient avec de la propolis, le recouvrant entièrement pour créer un sarcophage hermétique. Le corps ne se décompose pas, l'infection ne se propage pas. Ce n'est pas une invention, c'est un comportement documenté. Un autre fait qui m'a stupéfié. Les abeilles dorment. Oui, les insectes dorment. Les jeunes abeilles dorment dans les alvéoles, repliées sur elles-mêmes. Les plus âgées peuvent s'endormir directement sur le cadre, la tête inclinée et les antennes relâchées. Des études ont montré que les abeilles privées de sommeil dansent moins bien. Leurs danses deviennent moins précises. Elles transmettent des informations erronées sur la distance jusqu'à la source de nourriture. Le sommeil est nécessaire aux abeilles pour la même raison qu'à nous. Le traitement des informations et la régénération. Complément au chapitre 4. La démocratie de l'essaim. Quand une colonie d'abeilles est prête à essaimer, c'est-à-dire à se diviser, une partie de la ruche partant avec une nouvelle reine à la recherche d'un nouveau foyer, commence un processus que les scientifiques comparent à un vote démocratique. Les éclaireuses partent à la recherche d'un endroit approprié, une cavité, une fissure, une ruche vide. Chacune revient et danse pour vanter son emplacement. Plus l'endroit est bon, plus la danse est énergique. D'autres abeilles s'envolent pour vérifier. Si l'endroit s'avère vraiment bon, elles se mettent elles aussi à danser en sa faveur. S'il est moyen, elles ne dansent pas. Progressivement, un lieu remporte la majorité des voix. Quand le nombre de danseuses pour un même lieu atteint une masse critique, l'essaim s'envole et se dirige exactement vers cet endroit. Thomas Seeley, professeur de neurobiologie à l'université Cornell, a décrit ce processus dans son livre Honey Bee Democracy. Il a montré que l'algorithme de décision des abeilles ressemble étonnamment au fonctionnement des neurones dans le cerveau humain. Une multitude d'agents, indépendants, recueillent des informations, les partagent entre eux et, par rétroaction, aboutissent à une décision optimale.
sans chef, sans ordre, sans hiérarchie. Je l'avoue, cela paraît presque incroyable. Des dizaines de milliers d'insectes votent et choisissent la meilleure demeure, en utilisant un mécanisme que nous avons appris à décrire mathématiquement il y a très peu de temps. Complément au chapitre 5. Que peut encore faire un grain de pavot? Les abeilles utilisent le soleil comme boussole, mais pas seulement le soleil visible. Par temps couvert, quand le soleil est masqué par les nuages, les abeilles s'orientent grâce à la lumière polarisée. Elles perçoivent le plan de polarisation, une propriété de la lumière diffusée invisible pour nous, et en déduisent la position du soleil. Carl von Frisch l'avait établi dès le milieu du XXe siècle. Un GPS satellite logé dans une tête de la taille d'un grain de sable. Et de plus, les abeilles perçoivent le champ magnétique terrestre. Des données existent, encore préliminaires et débattues, selon lesquelles elles l'utiliseraient pour naviguer, en complément du soleil et des repères spatiaux. Mais un fait demeure, on a découvert dans le corps des abeilles des cristaux de magnétite, un minéral qui réagit au champ magnétique, comme chez les pigeons, comme chez les requins. Une boussole intégrée. Il est encore difficile aujourd'hui d'obtenir des données précises sur la mesure dans laquelle les abeilles s'appuient réellement sur le champ magnétique pour naviguer. La réponse n'est pas univoque, mais le simple fait qu'elle possède cet outil physique en dit déjà beaucoup. Et pour finir ce complément, une jeune abeille commence à travailler dès son 2e jour de vie. Au 6e, 10e jour, elle construit déjà des rayons et effectue des vols d'essai. Pas d'enfance au sens où nous l'entendons. Elle naît avec un ensemble complet de programmes. Premier jour de travail, le 2e jour de sa vie. Dernier jour de travail, le dernier jour de sa vie. Pas un seul jour de congé, pas un seul jour de repos. 4 semaines de travail ininterrompu pour 1 à 2 cuillerées de miel au bout du compte. Complément au chapitre 6. Une arme chimique et une pharmacie en un seul corps. Le venin d'abeille, l'apitoxine, n'est pas qu'une arme douloureuse. C'est un cocktail extrêmement complexe de plus de 40 composants. Un liquide transparent, légèrement jaunâtre, à l'odeur âcre et au goût amer, d'une densité d'environ 1,13 G-1000. À l'air libre, le venin sèche rapidement, mais conserve ses propriétés toxiques très longtemps. Le principal composant actif est la mélitine, qui représente environ la moitié de la masse sèche du venin. La mélitine détruit les membranes cellulaires, provoque une inflammation, mais là aussi il existe un paradoxe. À petite dose, elle présente une puissante action anti-inflammatoire et détruit des bactéries pathogènes. L'adolapine, un autre peptide présent dans le venin, agit comme un analgésique. L'apamine agit sur le système nerveux. La cardiopeptine stabilise le rythme cardiaque. Les hommes le savaient depuis toujours. L'apithérapie, le traitement par les produits de la ruche, est pratiqué depuis des millénaires. Les Égyptiens de l'Antiquité soignaient déjà les plaies, les brûlures et les ulcères avec du miel. Ils l'utilisaient contre les maladies du foie et comme antidote contre les empoisonnements. La médecine moderne aborde l'apithérapie avec prudence et à juste titre, car le principal danger du venin d'abeille est la réaction allergique, pouvant conduire à un choc anaphylactique, voire à la mort. Mais les recherches se poursuivent, et l'intérêt pour les substances biologiquement actives issues du venin d'abeille ne faiblit pas. Le miel lui-même est un antiseptique naturel. Sa composition comprend de 16 à 20% d'eau et environ 80% de glucides, plus des vitamines, des minéraux, des enzymes et des acides organiques. La faible humidité et le milieu acide rendent le miel impropre à la reproduction bactérienne. C'est pourquoi il se conserve pendant des millénaires. Ce fameux miel géorgien de plus de 5000 ans était toujours comestible. Essayez de trouver un autre produit alimentaire avec une telle durée de conservation. La propolis, cette substance que les abeilles fabriquent à partir de résine d'arbres, présente des propriétés antibactériennes, antifongiques et même antivirales. La gelée royale contient une protéine unique, la royalactine, qui déclenche le programme de développement de la reine. Le pain d'abeille, ce pollen fermenté, est l'une des sources naturelles de protéines, de vitamines et d'oligo-éléments les plus équilibrés qui soient. Chaque produit de la ruche est un laboratoire chimique à part entière. Ce qui continue personnellement de m'étonner, c'est qu'une créature d'un gramme produit des substances que nous ne savons toujours pas synthétiser complètement en laboratoire. Mélitine, royalactine, composants de la propolis. Leur composition et leur mécanisme d'action sont étudiés par des dizaines de laboratoires à travers le monde. Et chaque année, on découvre quelque chose de nouveau. Complément au chapitre 7, 26.0 travailleuses invisibles. Quand on dit abeille, on imagine généralement un seul insecte.
l'abeille domestique, Apis mellifera, rayures jaunes et noires, ruche, miel. Mais ce n'est qu'une seule espèce parmi plus de 26 zéros. En 2026, des scientifiques ont réalisé un recensement mondial des abeilles et découvert que leur diversité en espèces est environ un quart plus élevée qu'on ne le pensait jusqu'ici. Les estimations précédentes se situaient entre 20 zéros et 21 zéros espèces. Le nombre réel s'est révélé compris entre 24 700 et 26 200, et depuis 1960, les scientifiques décrivent en moyenne environ 117 nouvelles espèces d'abeilles par an. Non pas parce qu'il en existe peu, mais parce que les taxonomistes capables de les décrire sont critiquement peu nombreux. Au rythme actuel, l'inventaire complet de la faune mondiale des abeilles prendra encore 32 à 45 ans. La grande majorité de ces espèces ne sont pas des abeilles domestiques. Elles ne vivent pas en ruche, ne produisent pas de miel, elles sont solitaires. L'abeille terricole creuse un petit trou dans le sol et y dépose ses œufs, approvisionnant chacun d'une portion de pollen. L'abeille charpentière, grande, bleu-noir, creuse ses nids dans le bois mort. La mégachile découpe des cercles parfaitement ronds dans les feuilles pour en tapisser ses alvéoles. L'abeille coucou ne construit aucun nid. Elle pond ses œufs dans les nids d'autres abeilles, tout comme le coucou dépose ses œufs dans les nids d'autres oiseaux. Et voici ce qui est important. De nombreuses abeilles solitaires ne se nourrissent que du pollen d'espèces végétales bien précises. Une spécialisation extrême. Si une espèce d'abeille donnée disparaît, la plante qu'elle seule pollinise disparaîtra aussi. Ce n'est pas une théorie, c'est déjà en train de se produire. Des chaînes de dépendance construites sur des millions d'années se rompent une à une, silencieusement, sans faire les gros titres. Les bourdons, les plus proches parents des abeilles domestiques, sont eux aussi menacés. Plus gros, plus poilus, capables de travailler par temps plus froid, quand les abeilles domestiques restent dans la ruche. Les bourdons pollinisent les tomates, les poivrons, les aubergines et de nombreuses autres cultures que les abeilles domestiques pollinisent mal ou pas du tout. La perte des bourdons est une catastrophe à part entière que nous ne comprenons pas encore pleinement. Franchement, quand j'ai appris qu'il existe sur la planète plus de 26 zéro espèces d'abeilles, ma première pensée a été « nous n'en savons presque rien ». Et c'est vrai. Nous étudions une seule espèce, l'abeille domestique, et nous croyons comprendre le monde des pollinisateurs. Pendant ce temps, des milliers de travailleuses invisibles restent dans l'ombre, sans lesquelles les écosystèmes s'effondrent. Chapitre 10. L'abeille et l'homme, 100 zéro ans ensemble. Les abeilles sont apparues sur Terre il y a environ 60 à 80 millions d'années. À titre de comparaison, Homo sapiens existe depuis environ 300 zéro ans. Les abeilles sont 200 à 300 fois plus anciennes que nous. Elles ont survécu à l'extinction des dinosaures. Elles ont survécu aux ères glaciaires. Elles ont tout traversé, sauf, peut-être, nous. La plus ancienne représentation connue d'un homme récoltant du miel est une peinture rupestre de la cueva de la Aranya, près de Valence, en Espagne. Elle date de 15 zéro à 20 zéro ans. On y voit un homme extrayant un rayon d'un nid d'abeilles. Il y a 15 zéro ans, des hommes risquaient déjà leur vie pour du miel. Ils grimpaient sur des falaises, portaient de l'équipement. Le miel valait plus que la douleur. Dans l'Égypte antique, le miel n'était pas seulement une nourriture. Il était monnaie, remède et symbole du pouvoir. Tous les pharaons portaient le titre de souverain des abeilles. L'abeille était gravée sur les armoiries royales. Après la mort d'un pharaon, des abeilles étaient représentées sur son tombeau. Les Égyptiens croyaient que l'âme d'un homme quittait son corps après la mort pour se transformer en abeille. Dans les tombeaux des pharaons, on a retrouvé des pots de miel, de la nourriture pour l'âme dans l'au-delà. Il y a 6000 ans, on domestiquait déjà l'abeille en Égypte. 6000 ans. Dans la Grèce antique, les apiculteurs ont été les premiers à installer des cadres amovibles dans leurs ruches afin de pouvoir en extraire le surplus de miel sans détruire la colonie. Homère faisait déjà l'éloge du miel et de ses vertus curatives. Aristote fut le premier à décrire la danse des abeilles vers 330 avant notre ère. Il y a 2300 ans, un philosophe grec avait déjà remarqué ce que Karl von Frisch ne révélerait scientifiquement qu'au XXe siècle. En France aussi, l'apiculture est une tradition séculaire, notamment dans des régions comme les Cévennes, l'Alsace ou la Bretagne, où l'élevage traditionnel des abeilles en ruche-tronc ou en panier d'osier tressé a longtemps fait partie intégrante du patrimoine paysan. Le miel et la cire ont pendant des siècles été des denrées essentielles au commerce et à la vie quotidienne, et l'entretien des ruchers était considéré comme une responsabilité sérieuse. Nous vivons aux côtés des abeilles depuis des millénaires.
Nous dépendons d'elle depuis si longtemps que nous avons cessé de nous en apercevoir. Comme on cesse de remarquer l'air, tant qu'il est là, on n'y pense pas. Quand il viendra à manquer, il sera trop tard. Je me souviens de ma première visite dans un rucher, pas un musée, un vrai, en activité, j'avais été frappé par le son. Pas le bourdonnement d'une seule abeille, mais un vrombissement. Grave, régulier, ininterrompu, produit par les ailes de dizaines de milliers d'abeilles. C'est le son du travail, le son d'une ville qui ne dort jamais. Et debout au milieu de ce bruit, on comprend, voilà, c'est ça qui nourrit la planète. Des créatures grosses comme un ongle, qui travaillent chaque jour, chaque minute, à chaque battement d'ailes, 250 fois par seconde. Complément au chapitre 8. Le prix de l'inaction. Une économie sans abeilles n'est pas une abstraction, ce sont des chiffres. Selon les estimations de groupes d'analyse internationaux, la valeur économique mondiale de la pollinisation se situe entre 200 et 600 milliards de dollars par an. Rien qu'aux États-Unis, les abeilles domestiques assurent chaque année des récoltes d'une valeur d'environ 30 milliards de dollars. Ces chiffres ne concernent pas uniquement la valeur du miel lui-même, mais aussi la contribution au rendement des cultures agricoles. En Californie, les plantations d'amandiers couvrent des centaines de milliers d'hectares. Les amandes dépendent entièrement des abeilles. Chaque printemps, des apiculteurs de tout le pays acheminent leurs ruches par camion jusque là-bas. Des millions de colonies traversent la moitié du pays rien que pour polliniser une seule culture. C'est une logistique à l'échelle planétaire. Et quand les abeilles ont commencé à manquer, le coût de location d'une ruche pour la saison a été multiplié plusieurs fois. Le coût de production des amandes a augmenté. Le prix en magasin aussi. Ce n'est plus une théorie, c'est le marché. En France et plus largement en Europe, la situation est comparable. L'Union européenne a interdit en 2018 3 néonicotinoïdes majeurs, la clothianidine, l'imidaclopride et le thiaméthoxam, pour un usage en plein champ. Ce fut une décision sans précédent. Le lobby agricole s'y est fortement opposé, mais les données scientifiques se sont révélées plus convaincantes. Une évaluation indépendante de l'Autorité européenne de sécurité des aliments a montré que ces substances présentent un risque sérieux pour les abeilles. L'interdiction est entrée en vigueur dans toute l'Union européenne, y compris en France, mais les néonicotinoïdes ne sont qu'une partie du problème. L'agriculture en monoculture, quand une même plante est cultivée sur d'immenses surfaces, prive les abeilles d'une alimentation diversifiée. Une abeille qui récolte du nectar exclusivement sur du tournesol toute sa vie ne reçoit pas l'éventail complet des nutriments. C'est comme si vous ne mangiez que du pain. Ça nourrit, mais au bout d'un mois, les problèmes commencent. La disparition des prairies fleuries est un nouveau coup dur. Les bords de route, autrefois envahis de trèfles et de bleuets, sont aujourd'hui régulièrement fauchés par souci d'ordre. Les friches sont urbanisées. Les haies entre les champs sont arrachées pour agrandir les surfaces cultivables. Chaque mètre carré de prairie sauvage est une source de nourriture pour les abeilles. Chaque prairie détruite est une zone de famine de plus sur la carte des pollinisateurs. Le dérèglement climatique ajoute encore au chaos. Le printemps arrive plus tôt. Les fleurs éclosent avant que les abeilles n'aient repris des forces. Ou l'inverse, les abeilles sont prêtes à travailler, mais les fleurs ne sont pas encore là. La synchronisation façonnée par des millions d'années d'évolution commence à se fissurer. Ce n'est pas une catastrophe brutale, c'est un effritement lent du système. Chaque année, il y a un peu plus de ratés, un peu moins de fleurs pollinisées, des rendements un peu plus bas. Une catastrophe silencieuse. Chapitre 11. Que peut-on faire? Cela semble banal, mais ça fonctionne. Planter des fleurs. La chose la plus simple que chacun puisse faire est de créer une source de nourriture pour les abeilles. Lavande, facélie, bourrache, trèfle, rudbeckia. C'est de la nourriture pour les pollinisateurs. Un balcon fleuri est une station-service pour la butineuse. 10 balcons, c'est un réseau. Renoncez aux pesticides sur votre terrain, ou du moins ne pulvérisez pas les plantes pendant la floraison. Une abeille se posera sur une fleur, récoltera un nectar empoisonné et le rapportera à la ruche. Une seule goutte de nectar contaminé par un pesticide peut tuer non pas une, mais des dizaines d'abeilles chargées de le transformer. Soutenez les apiculteurs locaux. Achetez leur miel, pas celui du supermarché. Un apiculteur qui entretient un rucher est quelqu'un qui maintient la population de pollinisateurs dans votre région. Chaque kilo de miel acheté chez lui est un investissement dans l'écosystème. Ne tuez pas les abeilles. Cela paraît évident, mais les gens le font sans arrêt. Une abeille qui s'est posée sur votre balcon n'attaque pas. Elle s'est égarée. Ouvrez la fenêtre, laissez-la repartir.
Ne la touchez pas, car pour elle, c'est la mort assurée. Et surtout, parlez-en autour de vous. Le savoir est le premier pas. La plupart des gens ignorent que les abeilles sont en danger. Ils ignorent qu'un tiers de leur alimentation dépend d'un minuscule insecte. Ils ignorent qu'un monde sans abeilles serait un monde sans pommes, sans amandes, sans café. Parlez-en, partagez cette vidéo, faites-le savoir. Chapitre 12. Le miroir. Nous avons commencé par une citation qui n'a jamais existé, une phrase qu'Einstein n'a jamais prononcée, mais que le monde a tellement voulu attribuer à un génie qu'il a fini par y croire tout simplement. Et c'est peut-être bien là la leçon. Nous avons besoin d'une autorité pour prêter attention à ce qui est pourtant évident. Nous avons besoin qu'Einstein nous avertisse avant même de regarder à nos pieds. Et à nos pieds, il y a l'abeille. Minuscule, vulnérable, géniale, travaillant sans relâche, chaque jour, sans jour de congé, sans salaire, sans reconnaissance. Elle construit des hexagones parfaits sans connaître la géométrie. Elle compte sans connaître les nombres. Elle communique dans un langage que nous avons mis des décennies à percer. Elle prend des décisions collectives sans chef. Elle se sacrifie sans connaître la peur. Et chaque fois que vous mangez une pomme, buvez un café ou tartinez du miel sur votre pain, il y a derrière cela une créature que vous avez peut-être chassée hier de votre balcon. L'abeille n'est pas un insecte dont il faut se protéger. L'abeille est un insecte qui nous protège chaque jour, à chaque vol, à chaque battement d'aile, 250 fois par seconde. Et si un jour nous apprenons à être ne serait-ce qu'à moitié aussi efficace, aussi organisé, aussi dévoué qu'une simple ouvrière, le monde deviendra différent, meilleur, ou du moins plus juste envers ceux qui le nourrissent. Ce n'est pas un cas où la nature trouvera une solution. La nature l'a déjà trouvée, elle a créé l'abeille. La question est de savoir si nous aurons assez de bon sens pour ne pas détruire une solution qui fonctionne depuis déjà 100 millions d'années. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, un pouce bleu et un abonnement à la chaîne feraient toujours plaisir. La prochaine vidéo va sûrement vous surprendre. À bientôt.